Que peut bien faire cette gamine de militaire? 15 ans dans une cellule fédérale pour son vieux, en échange de cet empire d'1 milliard d'euros? C'est une sacrée bonne affaire, siffla Victoria. Ses lèvres, peintes d'un rouge sang, se tordirent en un sourire narquois et vicieux. Le juge siégeait en haut de son estrade, son stylo plume en suspens, prêt à signer la cession de chaque centime de l'entreprise de logistique de mon père. Bam! Les lourdes portes en acajou du prétoire s'ouvrirent à la volée. J'ai marché droit dans l'allée centrale. Mes bottes tactiques claquaient contre le sol en marbre, résonnant comme des coups de feu. Je portais en moi l'autorité absolument écrasante de l'uniforme de l'armée des États-Unis. Les visages suffisants de Victoria et de son fils se vidèrent instantanément de leur couleur, virant à une pâleur cadavérique. J'ai atteint l'avant de la salle, et j'ai claqué un épais dossier chemise, estampillé d'un sceau rouge sang classifié du ministère de la Défense, directement sur le bureau du juge. Cette audience est suspendue. Je me présente ici en tant que conseillère de la défense de mon père. Pensait-il vraiment qu'une femme soldat ne savait pas comment jouer le jeu juridique? Ces parasites n'avaient aucune idée qu'avec une seule clé USB du renseignement militaire, et une question précise, j'étais sur le point de renverser complètement cette cruelle condamnation de 15 ans. Si vous détestez la trahison autant que moi, et que vous aimez voir les méchants obtenir exactement ce qu'ils méritent, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour alimenter mon combat. Et laissez un commentaire ci-dessous. Si votre propre famille vous avait absolument tout volé, choisiriez-vous la voie du pardon, ou reviendriez-vous pour les écraser dans la poussière, exactement comme je m'apprête à le faire? Le bruit du dossier classifié heurtant le chêne massif du bureau a coupé le souffle du prétoire 3B. C'était un claquement sec et net, un véritable coup physique porté à la pièce. Le juge Aaron Cole se figea, sa main sursauta. La pointe de son stylo plume onéreux perfora l'épais papier du transfert de tutelle. Il baissa les yeux, ses sourcils gris et broussailleux se fronçant durement, alors qu'il reconnaissait les sceaux. Le ministère de la Justice, le corps des juges avocats généraux. On n'ignore pas ces sceaux. Pas si l'on veut conserver son poste à la Cour fédérale de Chicago. À ma droite, Preston Sterling, le procureur fédéral vedette, a physiquement reculé. Il a fait un demi-pas en arrière, les semelles de ses mocassins italiens hors de prix crissant sur le sol poli. Une unique goutte de sueur froide a perlé à la racine de ses cheveux, captant l'éclat dur et pâle des néons. Le type qui, d'habitude, se pavanait dans cette salle d'audience comme s'il en était le propriétaire, semblait soudain incapable de déglutir. Votre honneur, je m'oppose. La voix appartenait à Gary Pittman, l'avocat d'entreprise supposément digne de confiance de mon père. L'homme de l'intérieur. Pittman s'est précipité hors de son fauteuil en cuir, le visage rouge, de la salive volant de ses lèvres alors qu'il bégayait, ceci est une audience sur des actifs civils. L'armée n'a absolument aucune compétence ici. Elle ne peut pas simplement débarquer. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Titre 10, Code des États-Unis, section 1044 HD, ma voix grave et rauque, projetée directement depuis mon diaphragme. En tant qu'officier du corps du JAG, je suis autorisé par le gouvernement fédéral à fournir une représentation légale directe aux personnes à charge immédiate du personnel militaire et, dans le cadre de dérogations spécifiques à la sécurité nationale, aux affaires du personnel actif. Le prévenu. Robert Brown, relève du statut de protection d'urgence, en attendant un examen du renseignement du ministère de la Défense. Je n'ai pas regardé Pittman. J'ai gardé les yeux rivés sur le juge Cole. Votre compétence vient d'être supplantée, maître Pittman. Asseyez-vous. La bouche de Pittman s'ouvrit et se ferma, comme celle d'un poisson mourant. Il chercha de l'aide du côté de Sterling, mais le procureur fixait le sol, soudain très intéressé par les veines du bois. Je n'ai pas bougé un muscle. J'ai déplacé mon poids, ramenant mes bottes l'une contre l'autre, les épaules rejetées en arrière, les mains fermement jointes derrière mon dos. Au repos. Le tissu vert foncé de mon uniforme de service de l'armée semblait lourd, ancré. Les boutons en laiton captaient la lumière. L'ombre que je projetais sous les ampoules du plafond s'étirait, longue et sombre, sur la table des plaignants, engloutissant complètement Victoria et son fils. J'ai enfin tourné la tête, juste d'un centimètre. Le regard du prédateur. Les doigts manucurés de Victoria étaient si serrés autour des poignets de son sac Birkin Hermès orange, que ses jointures étaient d'un blanc d'os. Le sourire narquois et arrogant qu'elle arborait 30 secondes plus tôt avait disparu, effacé de son visage lourdement botoxé.
On aurait dit qu'elle venait d'avaler du verre brisé. À côté d'elle était assis Julian, 26 ans, directeur des opérations d'une entreprise qu'il ne savait pas diriger. L'enfant prodige. Il portait un costume Tom Ford sur mesure, mais à l'intérieur, il se recroquevillait. Ses genoux tremblaient réellement, heurtant le dessous de la table en bois. C'étaient des vautours, des charognards qui ne pouvaient pas attendre que le lion meure, avant de commencer à déchiqueter la carcasse. Ils étaient assis là, dans leurs vêtements de créateurs, impatients de se partager un empire logistique d'1 milliard d'euros, ignorant complètement le fait que mon père, l'homme qui avait tout construit à partir de rien, pourrissait actuellement dans une cellule en béton au MCC de Chicago. J'ai imaginé mon père, dans cette combinaison orange vif. 15 ans sans libération conditionnelle, son arthrite sévère s'aggravant dans l'air humide et glacial de la prison fédérale. Il était à 100 km de là, dépouillé de sa dignité, pendant que ses deux sangsues faisaient sauter les bouchons de champagne. Je ne les ai pas insultés. Je ne les ai pas menacés. Je les ai juste regardés, d'un regard froid, mort. Silence absolu. Dans l'armée, nous appelons ça la pause tactique. Vous laissez le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il étouffe l'ennemi. Vous les laissez sentir le réticule du viseur se poser carrément sur leur front. J'ai regardé la prise de conscience poindre lentement dans les yeux de Victoria. Ce n'était plus un différend familial. C'était une exécution. La chasse avait officiellement commencé. Le juge Cole s'est raclé la gorge. Le son a résonné bruyamment dans la salle d'audience paralysée. Il a sorti un mouchoir de sa robe, s'est essuyé le front, et a saisi son maillet en bois. À la lumière des documents fédéraux présentés par le capitaine Brown, a dit le juge Cole, la voix tendue, cette audience de transfert d'actifs est suspendue indéfiniment, en attendant l'examen militaire. Il a levé le maillet. J'ai regardé le bois descendre. Crac. Le son du lourd maillet en bois frappant le bloc de frappe a été assourdissant. Il a percuté les murs de la salle et a rebondi, sec et violent. Mais l'écho ne s'est pas estompé. Il s'est étiré. Il s'est déformé. Le craquement du bois s'est dissous, se tordant en un hurlement électronique aigu. Dring, dring. Les lumières fluorescentes du palais de justice de Chicago se sont éteintes, remplacées par la lueur bleue, dure et pulsante, d'un moniteur radar. L'air vicié et recyclé de la salle d'audience a disparu instantanément, remplacé par le froid mordant et glacial de -10 degrés Celsius. Il y a 6 mois, garnison de l'armée américaine, Stuttgart, Allemagne. La ligne VPN militaire cryptée hurlait. Les néons à l'intérieur du bunker du renseignement de Stuttgart bourdonnaient. C'était une vibration basse et constante qui vous entrait dans les dents. 10 degrés en dessous de 0 dehors. À l'intérieur, il n'y avait que de l'air vicié et la lie amère d'un café noir de la veille, au fond de mon mug en céramique. Le sergent Marcus Elton n'a pas dit un mot. Il a juste poussé le lourd ordinateur portable Panasonic TwoBook sur le bureau en métal. La charnière a grincé. Le moniteur a projeté une lueur bleue et maladive sur son visage. Flux fuité du FBI. Bureau de Chicago, a dit Marcus, la voix plate. J'ai regardé l'écran. Je n'ai pas scié. Mon rythme cardiaque est resté bloqué à exactement 60 battements par minute. L'armée américaine a passé des années à m'entraîner à regarder des corps mutilés dans la boue sans tressaillir. J'ai appliqué cet entraînement exact, à cet instant précis. Sur la vidéo muette, 2 agents fédéraux en coupe-vent sombre ont poussé un homme contre le capot d'un SUV noir. Les menottes flexibles en métal s'enfonçaient profondément dans les poignets de l'homme, forçant ses épaules dans un angle contre nature et atroce. L'homme avait 65 ans. Ses cheveux gris étaient collés à son front par la sueur et la pluie glaciale. C'était Robert Brown, mon père. Le texte défilant en bas du flux indiquait « PDG de logistique inculpé. Trafic d'armes fédéral. 15 ans dans une boîte en béton. Une condamnation à mort pour un homme atteint d'une arthrite aussi sévère. » Je les ai regardés lui baisser la tête. J'ai regardé la portière de la voiture de police se refermer. Silence. Changer de flux, ai-je dit. Ma voix semblait appartenir à une étrangère. Marcus a tapé. L'adresse IP a traversé l'Atlantique, piratant les caméras de sécurité privées de l'autre côté de la rue d'un Penthouse de la Gold Coast. À travers la vitre teintée ambrée de la fenêtre du salon, on aurait dit une fête. Victoria, ma belle-mère. Elle portait une robe en soie qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle était adossée au canapé en cuir,
tenant un verre en cristal de Cabernet Sauvignon d'un rouge profond. Elle a jeté la tête en arrière, en riant. Assis en face d'elle se trouvait Julien, son fils, mon demi-frère, le directeur des opérations de 26 ans qui ne savait pas lire un bilan. Il trinquait. Une célébration parfaite, d'un rouge sang. Pendant 2 ans, j'ai viré 80% de mon salaire d'officier à Chicago. Chaque centime de prime de combat, chaque prime de risque. Je l'envoyais pour aider mon père à maintenir l'entreprise à flot pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement. J'ai regardé le verre de cristal dans la main de Victoria. J'ai réalisé, avec une clarté absolue et glaciale, où était passé mon argent. Elle a utilisé mon argent du sang pour engager des avocats véreux. Elle l'a utilisé pour graisser la patte des directeurs d'entrepôt. Pendant que je faisais des gardes de 48 heures à analyser des matrices de menaces pour assurer la sécurité de ce pays, elle utilisait ma paix pour monter une cargaison fantôme d'armes illégales, et coller le nom de mon père sur le manifeste. J'ai fixé l'écran. Le souvenir du dernier Thanksgiving m'a recouvert le fond de la gorge comme de la cendre. J'avais pris l'avion pendant 14 heures pour leur faire la surprise. Victoria m'a accueilli à la porte d'entrée. Elle a regardé mon uniforme de cérémonie, son nez se plissant comme si elle sentait des ordures. Nous avons des invités qui arrivent, Laura. De vrais partenaires d'affaires. Cette tenue verte gâche toute l'esthétique de la salle à manger. Mange dans la cuisine. Je n'avais pas de place à table. Je n'étais que la gamine de militaire. Le distributeur automatique en bottes de combat. J'ai pris une lente et profonde inspiration. La colère n'a pas explosé. Elle s'est calcifiée. Elle s'est transformée en glace dans mes veines. Grave une copie de cette vidéo sur un disque sécurisé, ai-je dit à Marcus. 3 minutes plus tard, j'ai frappé 2 fois à la lourde porte en bois de l'officier commandant. Entrez. Je suis entré dans le bureau, mes bottes frappant le linoléum dans des pas secs et mesurés. J'ai claqué un salut rigide. Le colonel Eleanor Vance était assise derrière une montagne de rapports classifiés. Elle avait 55 ans, avec des yeux comme du silex ébréché. Elle avait survécu à l'opération Tempête du désert. Elle reconnaissait une victime quand elle en voyait une. Capitaine Brown, asseyez-vous. Non, madame. J'ai gardé les bras serrés le long du corps. Je sollicite une permission d'urgence immédiate. Durée indéterminée. Le colonel Vance a posé son stylo. Elle a regardé la tablette sur son bureau. Elle savait déjà. Dans le renseignement militaire, les mauvaises nouvelles voyagent plus vite que la lumière. Accusation fédérale de trafic d'armes, a dit Vance doucement. Ils vont l'enterrer, Laura. Le ministère de la Justice veut un scalp. Il est innocent, colonel. Le réseau interne de l'entreprise a été compromis. Ma famille a orchestré une prise de contrôle hostile, en utilisant des inculpations fédérales comme armes. Je n'ai pas plaidé. Je n'ai pas versé une seule larme. Je lui ai juste donné le plan tactique du champ de bataille. Le colonel Vance m'a regardé longuement. Elle a vu le regard vide et mort dans mes yeux. Elle a fouillé dans son bureau, a sorti un formulaire d'autorisation de permission prioritaire, et a signé son nom d'un trait dur et agressif. Elle a fait glisser le papier sur le bureau. Vous êtes un officier du JAG, capitaine. Vous détenez une habilitation de sécurité top secret, a dit Vance, sa voix tombant à un murmure rauque. Retournez à Chicago. Prenez la partie la plus froide, la plus dure de cette armée avec vous, et faites le ménage. Oui, madame. La caserne était silencieuse comme la mort. J'ai tiré le lourd sac de marin noir de sous mon lit de camp en métal. J'ai ouvert mon casier. Les vêtements civils, les jeans, les pulls doux, les jolies robes que mon père m'avait achetées avant que l'entreprise ne parte en enfer. Je les ai attrapés par poignées, et je les ai jetés à la poubelle. La Laura civile était morte. J'ai atteint l'étagère du haut. J'ai emballé l'uniforme de service de l'armée, vert foncé et repassé. J'ai emballé le couteau pliant tactique noir mat. J'ai emballé la clé USB cryptée de qualité militaire, contenant l'extraction de données du réseau de Chicago par Marcus. Je les ai laissés tomber dans le ventre sombre du sac de marin. Mes mains étaient parfaitement stables. Les gens qui dormaient dans la maison de mon enfance pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils s'étaient proprement débarrassés du vieil homme, et qu'ils avaient déjoué le système. Ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié ce que je fais dans la vie.
J'ai attrapé la lourde fermeture éclair en métal du sac. Zip. Le son a déchiré la pièce silencieuse comme une lame. J'ai passé la sangle en toile sur mon épaule, et je suis sorti dans la nuit glaciale allemande. Le système judiciaire américain est un hachoir à viande. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez tourner la manivelle. Si vous n'en avez pas, vous êtes la viande. Il y a 5 mois, je les ai regardés nourrir mon père aux lames. Le procès était une blague. Une mascarade de 12 minutes, orchestrée dans une pièce lambrissée. Le procureur fédéral, Preston Sterling, se tenait à son pupitre, sa posture détendue, ses comptes en banque fraîchement garnis par l'argent sale de Victoria. Gary Pittman, l'avocat de la défense de mon père, était penché sur la lourde table en bois. Pittman sentait la cigarette froide et les pastilles à l'amande bon marché. Il a couvert le microphone de sa paume moite, et a murmuré directement à l'oreille de mon père, « Accepte l'accord, Bob. Ils ont le manifeste d'expédition. Si tu te bats devant un jury, tu mourras dans une cage en béton. Prends les 15 ans. » Mon père a regardé la barre des témoins. Dal Hutchkin, le directeur de l'entrepôt qui avait travaillé pour notre famille pendant une décennie, était assis là, transpirant dans son costume bon marché. Hutchkin a refusé de croiser le regard de mon père. Il a regardé ses chaussures, et a menti effrontément. Il a juré sous serment que Robert Brown avait personnellement autorisé la cargaison d'armes illégales. C'était un coup parfaitement exécuté. Le juge a frappé son maillet en bois. 15 ans de prison fédérale. Aucune chance de libération conditionnelle anticipée. Juste comme ça. 40 ans de travail acharné, à construire un empire logistique à partir d'un unique camion de livraison rouillé, ont été anéantis. Maintenant, j'étais assise dans la salle des visites de l'établissement correctionnel fédéral. L'air à l'intérieur de la prison était épais. Il sentait l'eau de javel industrielle, les corps non lavés et le désespoir pur et concentré. Le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête me forait le crâne. Autour de moi, des épouses pleuraient. Des membres de gangs chuchotaient en code. Des gardiens aux yeux morts se tenaient près des lourdes portes en acier, leurs mains posées sur leurs matraques. J'étais assise, complètement immobile, fixant la vitre en plexiglas rayé et trouble, qui divisait la pièce en deux. La lourde porte métallique de l'autre côté s'est ouverte dans un claquement. Mon père est entré. Le souffle s'est coincé dans ma gorge. J'ai dégluti difficilement. C'était comme avaler du verre pilé. Robert Brown mesurait autrefois 1,80 m. Il avait des épaules bâties à force de soulever de lourdes palettes en bois sur les quais de chargement. Maintenant, sa colonne vertébrale était voûtée. Il s'est avancé en traînant les pieds vers la cabine vitrée, ses pieds glissant dans des chaussons en toile bon marché. Il portait une combinaison orange vif informe. Un numéro noir du ministère de la Justice était estampillé directement sur son cœur, le marquant comme du bétail. Il avait perdu 10 kilos en 5 mois. Sa peau avait la couleur d'un vieux journal. Le froid humide et glacial du bloc cellulaire lui rongeait les articulations. Il s'est assis sur le tabouret en métal. Il a levé la main, et l'a pressée à plat contre l'épais plexiglas. Ses doigts tremblaient. Ces mêmes mains fortes et calleuses qui tenaient les miennes quand j'étais enfant. Ces mêmes mains qui travaillaient en double pour payer comptant ma robe de bal de fin d'études. Maintenant, elles tremblaient de manière incontrôlable, dépouillées de toute once de dignité humaine. J'ai décroché le téléphone en plastique noir de mon côté de la vitre. Il a décroché le sien. Un grésillement statique a sifflé dans l'écouteur, un crépitement électrique et dur. Laura, a-t-il chuchoté. Sa voix était cassée, creuse. Je vais te faire sortir, ai-je dit. Ma voix était basse, plate, absolue. Mon père a fermé les yeux. Une unique larme s'est échappée, traçant une ligne nette sur sa joue sale. Il a secoué lentement la tête. Non, arrête. Tu dois arrêter, tout de suite. J'ai serré plus fort le combiné en plastique. Les registres internes ont été falsifiés, papa. Hutchkin s'est parjuré. J'ai des protocoles de renseignement militaire qui tournent sur les serveurs de l'entreprise en ce moment. Je peux prouver. J'ai dit d'arrêter. Sa voix s'est brisée, se transformant en une toux humide et lourde. Il a appuyé son front contre la vitre froide. Il avait l'air si fatigué. Un homme complètement brisé par un système qu'il pensait devoir le protéger. Victoria les a tous achetés, Laura, a-t-il murmuré, son souffle embuant le plastique. Le procureur,
Les flics, pitement. Elle a l'argent maintenant. Elle a tout. Si tu continues à creuser, si tu menaces son pactole, ils s'en prendront à toi. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang, remplis de la terreur absolue et écrasante d'un parent qui ne peut pas protéger son enfant. Je suis un vieil homme. Je suis déjà mort ici. Mais toi, tu as une vie. Retourne en Allemagne. Remets cet uniforme. Fais profil bas, et reste loin de Chicago. Promets-le-moi, Laura. Va-t'en. Laisse-moi ici. Il me suppliait de fuir. La riche parasite lui avait volé son entreprise, volé sa liberté, et maintenant, il lui volait sa fierté. Ils avaient réduit un homme bon et travailleur en poussière, juste pour s'acheter des sacs de créateurs et du vin cher. Le grésillement sifflait dans mon oreille. J'ai regardé sa main tremblante sur la vitre. J'ai regardé le tissu orange qui pendait sur ses épaules osseuses. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Je ne lui ai rien promis du tout. J'ai tendu la main, et j'ai reposé le combiné en plastique noir sur son socle métallique. Clic, la ligne s'est coupée. Mon père m'a regardé, confus. J'ai repoussé ma chaise en métal. Elle a raclé bruyamment le sol en béton. Je me suis levé. J'ai reculé de la vitre. J'ai redressé les épaules, bombé le torse. J'ai claqué les lourds talons en caoutchouc de mes bottes tactiques. Boum. Là, au milieu d'une salle de visite de prison fédérale bruyante et sale, j'ai porté ma main droite à mon front. Un salut militaire parfait, rigide, d'une précision chirurgicale. Je l'ai tenu. J'ai croisé le regard de l'homme brisé de l'autre côté de la vitre. Je l'ai laissé voir l'ombre froide et morte derrière mes yeux. Je l'ai laissé voir le monstre que l'armée des États-Unis avait construit. J'ai laissé retomber ma main le long de mon corps. Je n'ai pas parlé à voix haute. Les gardiens regardaient. Mais j'ai regardé directement mon père, et j'ai articulé 3 mots, la guerre a commencé. 3 mois avant le procès, je me tenais sur le perron du manoir de banlieue où j'avais grandi. La lourde porte en chêne était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée. L'odeur m'a frappé en premier. Une fumée de cigares épaisse et sucrée, et de l'alcool renversé. Elle s'accrochait aux coûteux rideaux de velours et aux nouveaux tapis importés. Les meubles anciens de ma mère avaient disparu. Les photos de famille encadrées qui bordaient autrefois le couloir avaient été arrachées des murs. À leur place pendaient des œuvres d'art modernes massives et de mauvais goût, et la tête d'un élan mort. Victoria avait effacé toute trace de ma mère, remplaçant notre histoire par sa nouvelle richesse creuse. Je suis entré dans le grand hall. Mes bottes de combat ont laissé de légères empreintes humides sur le sol en marbre poli. Le salon était bondé, c'était une fête. Des dizaines de personnes en costume sur mesure et robes de cocktail, tenant des verres en cristal. Ils buvaient à la prise de contrôle hostile d'un empire logistique. Ils buvaient au fait que mon père était assis dans une cellule de détention fédérale. Mon uniforme de cérémonie vert foncé a tranché dans la pièce comme une lame de rasoir. Les basses qui battaient dans le système stéréo semblaient s'atténuer. Les conversations se sont tues. Les gens se sont tournés pour me regarder. La glace a teinté dans leurs verres. Je me suis tenu complètement immobile, les épaules carrées, le dos droit. J'étais un bloc de glace jeté directement dans une poêle de graisse bouillante. Victoria a émergé de la foule. Elle portait une robe de cocktail argentée et moulante. Elle tenait un grand verre en cristal rempli de vin rouge foncé. Elle se balançait légèrement sur ses talons hauts. « Tiens, tiens » a dit Victoria. Sa voix pâteuse était assez forte pour que toute la pièce l'entende. Regardez qui a décidé de se montrer. Tu as marché depuis l'Allemagne, Laura? La foule a ricané. Victoria a pris une lente gorgée de son vin. Ses yeux étaient durs et plats. Ceci est une réception d'entreprise privée. Tu n'as rien à faire ici. Tu devrais retourner dans ta petite caserne et jouer aux soldats. Les adultes s'occupent des vraies affaires maintenant. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas bougé un seul muscle de mon visage. Julian est sorti de derrière sa mère, l'enfant prodige de 26 ans. Le nouveau directeur des opérations. Il portait une chemise en soie déboutonnée à mi-poitrine. Il sentait l'eau de Cologne chère et les décisions bon marché. Julian a avancé le menton. Il a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu l'as entendu, a ricané Julian. Fous le camp de ma maison.
Va mettre ton camouflage et ramper dans la boue. Si tu n'es pas dehors dans 10 secondes, j'appelle la sécurité pour qu'ils te traînent hors de ma propriété. Ma propriété? Le parasite n'avait pas travaillé un seul jour honnête de sa vie. Il dormait dans la maison que mon père avait payée, buvait l'alcool que mon père avait acheté, et me mettait à la porte de la maison de mon enfance. N'importe quelle personne normale aurait hurlé. Elle aurait donné un coup de poing. Elle aurait exigé justice, là, dans le hall. Pas moi. L'armée des États-Unis m'a appris que la colère est un handicap. La concentration est une arme. On n'engage pas l'ennemi quand il tient le terrain élevé. On le contourne. J'ai exécuté une ignorance tactique. J'ai regardé Julian. Puis j'ai regardé Victoria. J'ai forcé les muscles de mon visage à se détendre. J'ai souri. C'était un sourire pâle et vide qui s'est arrêté net à mes pommettes. J'ai laissé tomber mes épaules d'une fraction de centimètre, simulant une posture de défaite. Vous avez raison, ai-je dit. Ma voix était calme, soumise. Je ne veux pas de problème. Je retourne à la base ce soir. Je suis juste venu chercher quelques vieux livres dans le bureau de papa. Des choses sentimentales. Je serai hors de votre chemin dans 5 minutes. Victoria m'a dévisagé. Elle a cherché sur mon visage le moindre signe de rébellion. Elle n'a vu rien d'autre qu'une fille brisée. Ses lèvres botoxées se sont retroussées en un immense sourire triomphant. Elle pensait qu'elle avait écrasé la discipline militaire hors de moi. Elle a baissé ses armes psychologiques. 5 minutes à lâcher Victoria. Ne touche à rien d'autre. J'ai hoché la tête une fois. Je me suis retourné, et j'ai monté l'escalier en bois incurvé. Je pouvais sentir leurs yeux me brûler le dos. En bas, la musique a repris. Les verres de cristal ont de nouveau teinté. Les parasites sont retournés à leur festin. J'ai atteint le haut des escaliers, et j'ai tourné dans le long couloir. J'ai poussé la lourde porte en acajou du bureau de mon père. C'était en ruine. La pièce sentait le fast-food rassis. Julian avait traîné un jeu de club de golf dans le coin. Des bouteilles de bière vides jonchaient les étagères. Mais, en plein centre de l'immense bureau en chêne, se trouvait la cible, le nouveau MacBook Pro de Julian. L'idiot avait laissé le couvercle ouvert. J'ai marché rapidement jusqu'au bureau. Je n'ai pas fait de bruit. L'écran était noir, en veille. J'ai tapoté la barre d'espace. L'écran s'est allumé. Aucune demande de mot de passe. Aucun verrouillage biométrique par empreinte digitale. Julian était si arrogant, si convaincu de sa propre invincibilité à l'intérieur de cette maison, qu'il n'avait même pas sécurisé son matériel. J'ai plongé la main dans la poche de poitrine de mon uniforme. Mes doigts se sont refermés sur le métal froid de la micro-clé USB. C'était un outil d'extraction spécialisé, codé par le sergent Marcus Elton à Stuttgart. J'ai enfoncé la clé dans le port latéral de l'ordinateur portable. Une minuscule lumière LED bleue sur la clé a commencé à clignoter. 1, 2, 3. J'ai regardé l'écran. Un terminal de commande noir est apparu, des lignes de code vert défilant sur l'écran plus vite que l'œil humain ne pouvait le lire. L'algorithme militaire était impitoyable. Il a contourné le pare-feu commercial en 3 secondes. Il a plongé directement dans le répertoire Racine. Il aspirait le disque dur, email caché, feuilles de calcul financières supprimées, journaux de messagerie cryptés, et, plus important encore, l'historique complet des adresses IP qui s'étaient connectées à cette machine spécifique. 14, 15. Le code vert a disparu. L'écran est revenu à une image de bureau inoffensive et paisible d'une voiture de sport. La LED bleue a cessé de clignoter, et est restée allumée. Extraction de données terminée. J'ai retiré la clé USB du port. Le métal était chaud contre ma peau. Je l'ai glissé de nouveau dans ma poche de poitrine, et j'ai boutonné le rabat. Je n'ai pris aucun livre. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti du bureau, j'ai descendu le grand escalier, et je suis sorti directement par la porte d'entrée, dans la nuit glaciale de Chicago. Derrière moi, le son étouffé du rire de Victoria a résonné à travers le bois épais de la porte. Ils célébraient leur victoire. Ils dansaient dans leur manoir volé. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce avec quoi je venais de sortir, ni de la façon dont le petit morceau de métal dans ma poche allait réduire en cendres tout leur empire d'1 milliard d'euros. Un mois avant le procès, la chambre était celle d'un motel à 30 € la nuit,
juste à la sortie de l'Interstate 90. La bouche de chauffage cliquetait contre le papier peint qui s'écaillait. L'air sentait la fumée de cigarettes froides, la moquette humide et le chili en conserve froid que j'avais mangé directement de la boîte 2 heures plus tôt. J'étais assise en tailleur sur le matelas grumeleux. Le ventilateur de refroidissement de mon Panasonic Tobook hurlait, projetant un flux constant d'air chaud contre mes jambes nues. L'enseigne au néon à l'extérieur de la fenêtre clignotait, projetant une tranche de lumière jaune et dure sur la table de chevet en stratifie bon marché. J'ai tapé la clé de déchiffrement alphanumérique. Mes doigts frappaient les touches en plastique avec des coups secs et lourds. Le tunnel du réseau privé virtuel s'est connecté. À l'autre bout du monde, enfermé dans un bunker de renseignement sécurisé à Stuttgart, en Allemagne, le sergent Marcus Elton attendait déjà. « Je suis dedans, capitaine », a dit Marcus dans mon oreillette tactique. Sa voix était un murmure numérique et plat sur la ligne cryptée. « Avez-vous vidé la clé ?» ai-je demandé. Je n'ai pas élevé la voix au-dessus d'un murmure bas. Téléchargement en cours. Gary Pittman a enterré 3000 pages de preuves dans le procès civil. L'avocat de la défense a littéralement caché les propres dossiers de son client pour obtenir la condamnation. Je suis en train de faire sauter le cryptage. J'ai ouvert le rapport d'inculpation fédéral officiel sur mon écran. Preston Sterling, le procureur vedette, avait bâti tout son dossier d'accusation sur un seul et unique document, le manifeste numérique de la cargaison d'armes illégales. Selon le registre fédéral, mon père s'était connecté à l'intranet logistique depuis son compte de direction, et avait autorisé la sortie de la cargaison. J'ai surligné l'horodatage en bas de la page. 12 mars, 20h15 précise. J'ai fixé les chiffres blancs lumineux sur le moniteur. Mes yeux se sont plissés. J'ai tapoté mon stylo en métal contre la table de chevet. Tape, tape, tape. Le tribunal fédéral y avait cru. Le juge y avait cru. C'était parfait sur un écran de projecteur dans une salle d'audience. Mais je suis un officier juge-avocat général. Je ne regarde pas la perfection. Je cherche les fissures. Je cherche les erreurs arrogantes que les gens paresseux commettent, quand ils pensent que personne ne les regarde. Marcus, ai-je dit, en me penchant plus près de l'écran lumineux. Sors-moi le calendrier d'entreprise de mon père pour le 12 mars. Fais une vérification croisée de sa position physique à 20h15. De lourdes touches mécaniques ont cliqueté sur la ligne audio sécurisée. 10 secondes se sont écoulées. Le silence dans la chambre de motel semblait lourd, suffocant. « Capitaine », a dit Marcus. Sa voix avait perdu son calme militaire et plat. Elle a grimpé, chargée d'une pure adrénaline agressive. Il ne pouvait pas le faire. Explique. Votre père était au Grand Hôtel, dans le centre de Chicago. Il assistait au sommet à huis clos sur l'approvisionnement naval, avec le ministère de la Défense. Le Pentagone a sécurisé tout ce bâtiment. J'ai senti un sourire froid et aigu se dessiner au coin de ma bouche. Un prédateur qui trouve la piste de sang. Ils ont activé un brouilleur, ai-je dit. Oui, madame, a confirmé Marcus. Brouilleur haute fréquence de qualité militaire, actif de 18h à minuit. Ils ont bouclé tout le pâté de maison. Pas de données cellulaires, pas de Wi-Fi. Pas de Bluetooth. Une zone morte complète. Il est physiquement impossible pour Robert Brown de se connecter à un serveur externe et de signer un document numérique. À 20h15, le signal n'aurait même pas atteint le hall. Je me suis adossé contre la tête de lit en bois bon marché. J'ai fixé les taches d'humidité au plafond. Mon propre sang et ma propre chair avaient jeté mon père dans une cage en béton pour quelques millions d'euros. Il l'avait vendu pour acheter des voitures exotiques et des sacs de créateurs. Mais un soldat, assis à 8000 km de là, un homme qui n'avait aucun lien avec moi, venait de me donner la clé pour faire exploser leur affaire fédérale. Il avait risqué son habilitation de sécurité pour protéger ma famille, pendant que ma propre famille essayait de la détruire. Si Robert n'avait pas signé ce document, la signature était un faux. Marcus, quelqu'un était assis dans le bureau de mon père ce soir-là, ai-je dit. Ma voix s'est glacée. Lance le journal internet que j'ai extrait de l'ordinateur de Julien au manoir. Scanner le trafic réseau. Cherche des adresses MAC actives qui ont pingé le routeur de la direction à 20h15 précise. Une adresse MAC est une empreinte digitale physique. Chaque appareil intelligent au monde en a une, codée en dur dans sa puce. Vous ne pouvez pas l'effacer. Vous ne pouvez pas la cacher à un algorithme militaire.
L'écran a flashé. Des lignes de données brutes en cascade ont dévalé le moniteur, se reflétant dans mes yeux. Puis, le défilement s'est arrêté. Une seule ligne de texte, surlignée en rouge sang vif. Appareil identifié, iPhone 13 Pro. Vérifie le registre de l'appareil, ai-je ordonné. Marcus n'a même pas hésité. Propriétaire enregistré, Julian Brown. L'idiot fini. L'idiot arrogant, fils à papa. Julian s'était faufilé dans le bureau de son beau-père pendant que le vieil homme était à l'hôtel. Il s'était assis dans le fauteuil en cuir de mon père, avait ouvert le réseau, et avait planté la fausse signature pour le piéger. Il se prenait pour un cerveau du crime. Il n'avait pas réalisé que son nouveau téléphone brillant pinguait automatiquement le routeur Wi-Fi local en arrière-plan, cherchant désespérément une connexion, laissant une empreinte numérique permanente, directement sur la scène du crime. J'avais la balle. Il me suffisait de la mettre dans la chambre et de presser la détente. Télécharge le paquet de données, ai-je dit. Verrouille-le derrière un double cryptage. Fait, a dit Marcus. Mais la ligne n'a pas été coupée. Je l'ai entendu prendre une inspiration brusque et tendue. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé. Capitaine, je viens de capter un ping prioritaire sur le scanner de la police de Chicago. Puis, un virement sur le dark web a touché le compte offshore de Victoria. J'ai arrêté de bouger. Je n'ai même pas respiré. Combien? 50 000 €, envoyés à une société écran appartenant à Tran Mercé, ex-mercenaire, sécurité privée. C'est un nettoyeur, Laura, et son téléphone prépayé vient de borner une antenne relais à 3 km de votre motel. Ils avaient senti la fumée. Victoria savait que j'avais déposé une requête auprès du tribunal. Elle savait que quelqu'un creusait, et elle ne voulait pas perdre son pactole d'1 milliard €. J'ai plongé la main dans la toile sombre de mon sac de marin, posé sur le sol. Mes doigts se sont enroulés autour de la poignée froide et texturée de mon couteau pliant tactique. Je l'ai sorti. Le métal lourd était parfait dans ma paume. Qu'ils viennent, ai-je dit. J'ai tendu la main, et j'ai refermé l'ordinateur portable. La chambre de motel a plongé dans le noir absolu. Une semaine avant le procès, Victoria Brown a laissé tomber son verre de vin en cristal. Il s'est brisé contre le sol en marbre italien du manoir. La notification du système judiciaire fédéral venait de frapper sa boîte de réception. Un officier juge-avocat général avait déposé une requête formelle pour examiner les preuves numériques dans l'affaire criminelle de Robert Brown. La panique est une chose étrange. Elle arrache le parfum cher et les vêtements de créateur, ne laissant que le rat en dessous. Victoria a réalisé que son pactole d'1 milliard € était sur le point de partir en fumée. Elle n'a pas appelé son avocat vedette. Elle a appelé un nettoyeur. Tran Mercé, ex-mercenaire. Sécurité privée pour le genre de riches qui ont besoin que les choses disparaissent discrètement. Mercé facturait 50 000 € pour régler les problèmes. Victoria lui a donné 2 cibles, Dal Hutchkin, le directeur de l'entrepôt qui s'était parjuré, et le capitaine de l'armée qui fourrait son nez là où il ne fallait pas. Le mandat était simple. Faire taire le vieil homme. Mettre le soldat dans un fauteuil roulant. Je suis sorti de l'établissement correctionnel fédéral à 22 heures. Le parking des visiteurs était une immense dalle de béton fissurée, éclairée par 3 lampadaires au sodium vacillant. Le vent froid de Chicago, arraché au lac, déchirait le tissu épais de ma veste. Je venais de dire à mon père que j'avais trouvé les journaux d'adresse IP. Je lui avais dit qu'il allait rentrer à la maison. Du gravier a crissé. Des phares ont fendu l'obscurité. Un SUV noir, sans plaque d'immatriculation, s'est avancé, me barrant le chemin vers ma voiture de location. La lourde portière côté conducteur s'est ouverte. Tran Mercé en est sorti. C'était un bloc de musclé de tatouage bon marché. Il portait une lourde veste en cuir et des bottes à embout d'acier. Il sentait la cigarette froide, l'huile brûlée et les mauvaises intentions. Il s'est arrêté à 3 mètres. Clic, Mercé a fait un mouvement du poignet. Un couteau pliant de 10 cm s'est ouvert d'un coup sec. L'acier dentelé a capté la lumière orange pâle du lampadaire. Il a craché une chique de tabac sur le béton gelé. La patronne dit que tu dois faire tes valises et retourner en Allemagne ce soir, a grondé Mercé. Sa voix sonnait comme des pierres broyées dans un mixeur. Si tu ne le fais pas, le vieux Hutchkin flottera le visage dans la rivière Chicago. Et toi, tu passeras le reste de ta vie pathétique à boire à la paille, dans un fauteuil roulant. J'ai arrêté de marcher.
J'ai regardé le couteau. Puis, j'ai regardé ses yeux. Il s'attendait à ce que je crie. Il s'attendait à ce que je cours. Il pensait qu'il chassait une civile terrifiée. Il s'était trompé de cible. Je n'ai pas reculé. J'ai avancé. Mercé a grogné et s'est jeté en avant. Il a balancé le couteau dans un large arc désordonné, visant directement mes côtes. C'était un mouvement de bagarreur de rue. Amateur, lent. Le combat rapproché ne consiste pas à être élégant. Il s'agit d'infliger un maximum de dégâts cinétiques en un minimum de temps. Je me suis glissé à l'intérieur de sa garde. J'ai violemment frappé son poignet avec mon avant-bras gauche, détournant la lame de mon corps. Avant qu'il ne puisse se retirer, j'ai pivoté sur mes hanches, et j'ai enfoncé mon coude droit directement vers le haut. Crac. La pointe de mon coude a connecté en plein centre de la trachée de Mercé. Le géant a suffoqué. Ses yeux lui sont sortis du crâne. L'air de ses poumons s'est échappé dans un sifflement humide et étouffé. Je ne me suis pas arrêté. L'élan est tout. J'ai attrapé le bras qui tenait le couteau, je l'ai tordu violemment derrière son dos, et j'ai poussé vers le haut, au-delà du point de rupture naturelle de l'articulation. Pop! Mercé a hurlé, alors que son épaule se déboîtait. Le couteau a cliqueté sur le béton. J'ai attrapé une poignée de sa veste en cuir, j'ai utilisé son propre élan, et j'ai projeté son visage directement sur le capot en acier glacial de son SUV. Smash! Le métal lourd s'est enfoncé. Le nez de Mercé s'est brisé. Du sang a giclé sur la peinture noire. 3 secondes. Le combat était terminé. Mercé a gémi, un son pathétique et bouillonnant, alors qu'il glissait le long du camion et s'effondrait sur l'asphalte glacé. J'ai marché sur l'arrière de son genou, le clouant au sol. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, et j'ai sorti mon téléphone. J'avais déjà appuyé sur enregistrer à la seconde où le SUV s'était arrêté. Si vous avez déjà eu à vous défendre contre quelqu'un qui vous pensait faible, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Laissez un commentaire dès maintenant. Avez-vous déjà surpris un tyran en tenant bon? Racontez-moi votre histoire. Je me suis accroupi. J'ai pressé le téléphone directement à côté de l'oreille ensanglantée de Mercé. Répète ça, ai-je chuchoté. Ma voix était plus froide que le vent de Chicago. Mercé s'est étouffé avec son propre sang. Va te faire. J'ai appliqué 5 kilos de pression sur son épaule déboîtée. Il a hurlé. Un gémissement aigu et fin. La police va te trouver, ai-je dit, mon ton complètement conversationnel. Ils vont trouver ta société écran. Ils vont trouver le virement de Victoria Brown. Maintenant, tu vas parler clairement dans ce microphone, ou je vais te casser l'autre bras. Mercé a craché du sang sur le béton. C'était un mercenaire. Il ne se souciait que de la paix. Quand la douleur a dépassé l'argent, il a craqué. Elle m'a payé, a-t-il sifflé dans le téléphone. Victoria Brown. 50 000, elle m'a dit de tuer Hutchkin s'il parlait aux fédéraux. Elle m'a dit de te casser les jambes. Bien, ai-je dit. J'ai appuyé sur stop sur l'enregistrement. Le fichier s'est sauvegardé. Je me suis levé. J'ai donné un coup de pied dans son couteau pliant, vers la bouche d'égout. Il a glissé à travers la grille en fer et a éclaboussé l'eau sombre en dessous. J'ai regardé l'homme massif, qui saignait sur l'asphalte. Dis à ta patronne, ai-je dit, ma voix morte et creuse, que la guerre ne consiste pas à faire des menaces. La guerre, c'est la destruction totale. Je lui ai tourné le dos. J'ai marché jusqu'à ma voiture de location. Le fichier audio numérique reposait, lourd et parfait, dans ma poche. Le matin de l'audience de mise sous tutelle, Chicago était silencieuse comme la mort. Le givre recouvrait la fenêtre de ma chambre de motel, brouillant l'enseigne au néon à l'extérieur en une tache orange terne. Je me tenais devant le miroir bon marché, taché d'eau. J'ai enlevé le t-shirt gris et le jean délavé. Les vêtements civils semblaient faibles, mous. Je les ai pliés, et je les ai jetés sur le lit grumeleux. J'ai attrapé le lourd sac en plastique du pressing, accroché à la porte du placard. J'ai sorti mon uniforme de cérémonie vert de l'armée. Le tissu était raide, rugueux. J'ai glissé mes bras dans la veste. J'ai senti son poids s'installer sur mes épaules. J'ai boutonné les lourds boutons en laiton, mes doigts bougeant avec une précision mécanique. Le métal était glacial contre ma peau.
Il n'y avait pas de petit déjeuner en famille ce matin. Personne n'a appelé pour me souhaiter bonne chance. Personne ne m'a tapoté le dos en me disant que tout irait bien. J'étais complètement seul. Mais, en me regardant dans le miroir, je ne me sentais pas seul. Je me sentais dangereuse. J'ai pris l'insigne en laiton du corps du JAG. Je l'ai épinglé directement sur mon col. J'ai clipsé ma barrette de ruban sur ma poche de poitrine gauche. Je n'étais plus seulement une fille. Je mettais une armure. J'entrais dans la salle d'audience en représentant le ministère de la Défense des États-Unis. Je me suis détourné du miroir. J'ai marché jusqu'à la table de chevet en stratifie bon marché. J'ai pris un petit étui en aluminium rayé. Clic, les charnières se sont ouvertes d'un coup sec. À l'intérieur du rembourrage en mousse se trouvaient mes armes. Ce n'étaient pas des pistolets. Ce n'étaient pas des couteaux. C'était bien pire. À gauche, il y avait la micro-clé USB. Elle contenait les journaux radars du brouilleur militaire et l'empreinte permanente de l'adresse MAC, prouvant que Julian Brown avait falsifié le manifeste d'expédition fédérale. À droite, il y avait une clé USB cryptée noire. Elle contenait le fichier audio brut de Tran Mercé s'étouffant avec son propre sang, avouant que Victoria l'avait payé 50 000 € pour assassiner un témoin et me mettre dans un fauteuil roulant. J'ai regardé les deux morceaux de métal. Ils pesaient moins de 30 grammes combinés, mais le rayon de l'explosion était assez grand pour rayer de la carte un empire logistique d'1 milliard d'euros. J'ai refermé l'étui d'un coup sec. Je l'ai glissé dans ma poche de poitrine intérieure, juste à côté de mon cœur. Je suis sorti du motel. Je n'ai pas regardé en arrière. 45 minutes plus tard, j'ai franchi les lourdes portes en verre du palais de justice fédéral, dans le centre de Chicago. Les sols en marbre résonnaient des bruits d'avocats en costume cher se mentant les uns aux autres. J'ai contourné la file de sécurité civile, montrant ma carte d'identité militaire aux marshals armés. Ils ont hoché la tête et se sont écartés. J'ai monté le grand escalier jusqu'au 3e étage, prétoire 3B. Je me suis tenu devant les lourdes doubles portes en acajou. À travers le bois épais, je pouvais entendre la voix étouffée et suffisante de Gary Pittman, l'avocat véreux de Victoria. La boucle était bouclée. J'étais revenu à mon point de départ. J'ai pris une lente et profonde inspiration, aspirant l'air froid du palais de justice profondément dans mes poumons. Puis, j'ai levé ma botte de combat, et j'ai enfoncé les portes. Bam! Le bois lourd s'est écrasé contre les butées. J'ai marché droit dans l'allée centrale. Mes bottes ont claqué contre le marbre. Toute la pièce s'est figée. J'ai vu le sourire botoxé de Victoria mourir sur son visage. J'ai vu Julian commencer à trembler dans son costume sur mesure. J'ai vu Preston Sterling, le procureur corrompu, commencer à transpirer à travers son col. J'ai claqué le dossier classifié sur le bureau du juge Cole. Cette audience est suspendue. Je me présente ici en tant que conseillère de la défense de mon père. Et c'est exactement là que la chronologie a rattrapé le présent. Le juge Cole a fixé les sceaux militaires. Il m'a fixé. Il détestait ça. Les juges fédéraux détestent que des juridictions extérieures fassent irruption dans leur salle d'audience. Ils détestent perdre le contrôle. Mais Cole n'était pas stupide. On ne discute pas avec une dérogation du ministère de la Défense. Pas si l'on veut conserver sa pension. Il a serré son maillet en bois. Il a regardé Victoria, qui agrippait maintenant son sac Hermès comme une bouée de sauvetage. Puis, il m'a regardé à nouveau. Capitaine Brown, a dit le juge Cole, sa voix tendue, irritée. La Cour reconnaît votre autorité fédérale en vertu du titre 10. Vous avez la parole. Mais vous avez intérêt à faire vite. Nous ne menons pas un tribunal militaire dans ma salle d'audience. Compris, votre honneur. Je me suis détourné de l'estrade. Je n'avais pas de bloc-notes jaune. Je n'avais pas de mallette à roulettes pleine de jurisprudence. Je n'en avais pas besoin. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce. Je me suis tenu parfaitement droite, les mains jointes derrière le dos. J'ai regardé la table des plaignants. Victoria hyperventilait légèrement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement sous sa robe en soie coûteuse. Julian avait l'air sur le point de vomir sur ses chaussures de créateur. Gary Pittman envoyait furieusement des textos à quelqu'un sous la table. Il pensait qu'il possédait cette ville. Il pensait que leur argent sale avait construit une forteresse imprenable. J'ai plongé la main dans ma poche de poitrine.
J'ai senti l'étui en aluminium froid contre mes doigts. Le tribunal civil était officiellement terminé. Bienvenue en cour martiale. J'appelle Daluchkin à la barre, ai-je dit. Le procès avait commencé. Daluchkin avait 58 ans. Il travaillait sur les quais de chargement depuis 30 ans. Il avait les mains calleuses et mal au dos. Mon père avait payé les frais de scolarité de sa fille. Et 5 mois plus tôt, Daluchkin était assis dans cette même salle d'audience, et avait juré sous serment que Robert Brown était un trafiquant d'armes fédérales. Monsieur Hutchkin, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Prenez place à la barre. Hutchkin s'est levé de la galerie. Il portait un costume marron bon marché qui ne lui allait pas. Ses jambes tremblaient visiblement. Il est passé devant la table des plaignants. Victoria lui a lancé un regard. C'était un regard rapide, sale, plein d'un venin pur et concentré. C'était le regard d'une femme riche rappelant à un ouvrier qui signait son chèque de paie. Hutchkin a dégluti difficilement. Il est entré dans le box des témoins en bois, et s'est assis. À la table du procureur, Preston Sterling s'est adossé à son fauteuil en cuir. Il a croisé les bras et a souri d'un air narquois. Il avait l'habitude d'avoir affaire à des avocats d'affaires polis et hors de prix, qui posaient des questions polies et facturables. Il pensait que j'allais demander à Hutchkin d'examiner une pile de manifestes d'expédition ennuyeux. Il n'avait aucune idée du type de guerre dans laquelle il venait de s'engager. Je ne me suis pas approché de la barre des témoins avec un bloc-notes. J'ai plongé la main dans la poche de mon uniforme. J'ai sorti mon téléphone et une petite enceinte noire. J'ai posé l'enceinte sur le bord de l'estrade du juge. Capitaine Brown, a dit le juge Cole, en plissant les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Une preuve numérique, votre honneur. Admissible en vertu du protocole de protection militaire fédérale. Je n'ai pas attendu que Gary Pittman s'y oppose. J'ai appuyé sur Play. Le fichier audio était brut, non filtré. Le grésillement statique strident a rempli le prétoire 3B, rebondissant sur les murs en acajou. Puis, la voix est arrivée. Elle était laide, grinçante, mouillée de sang. La patronne dit que tu dois faire tes valises et retourner en Allemagne ce soir. Sterling a décroisé les bras. Le sourire narquois a fondu de son visage. Si tu ne le fais pas, le vieux Hutchkin flottera le visage dans la rivière Chicago. J'ai appuyé sur pause. Le silence dans la salle était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai regardé la table des plaignants. Victoria Brown ne souriait plus. Le sang avait complètement quitté son visage. Son maquillage épais ressemblait à un masque collé sur un cadavre. Elle fixait la petite enceinte noire comme si c'était une grenade dégoupillée. À côté d'elle, Julian avait l'air d'avoir oublié comment respirer. Je leur ai tourné le dos. J'ai marché lentement vers le box des témoins. Hutchkin transpirait. De grosses gouttes épaisses de sueur coulaient sur son front brillant et dégarni. Ses mains agrippaient la rampe en bois du box si fort que ses jointures étaient blanches. J'ai marché jusqu'à cette rampe en bois. J'ai posé mes 2 mains à plat sur le bois. Je me suis penché en avant. J'ai envahi son espace. Vous entendez cette voix, Dal, ai-je demandé. Ma voix était basse. Je n'ai pas hurlé. J'ai donné un ordre. C'est renversé. Un mercenaire, un tueur. La respiration de Hutchkin s'est bloquée. Il avait l'air terrifié. Il ne va pas vous faire de mal, ai-je dit, en verrouillant mes yeux sur les siens. Il est neutralisé. Je sais exactement ce qui s'est passé, Dal. Je sais qu'ils ont menacé votre famille. Je sais que Victoria vous a dit que si vous ne mentiez pas à cette barre et que vous ne piégiez pas mon père, elle vous mettrait 6 pieds sous terre. Je a bégayé Hutchkin, ses yeux se tournant frénétiquement vers Victoria. Regardez-moi, ai-je lâché d'un ton sec. Ses yeux se sont de nouveau fixés sur les miens. J'ai retiré ma main droite de la rampe. J'ai pointé un doigt unique et ferme, directement sur l'insigne en laiton du corps du JAG, épinglé sur mon cœur. Vous n'avez plus affaire à des avocats de Chicago, Dal. Vous avez affaire à l'armée des États-Unis. Si vous dites la vérité, maintenant, le renseignement de l'armée vous placera, vous et votre fille, sous protection fédérale. Vous aurez un garde armé 24 heures sur 24. Personne ne vous touchera. Je me suis penché 1 centimètre plus près. Mais si vous mentez à nouveau à cette cour, si vous protégez cette femme assise là-bas,
je veillerai personnellement à ce que vous soyez inculpé pour parjure fédérale. Vous passerez les 10 prochaines années dans une boîte en béton. À côté de l'homme que vous avez aidé à piéger. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Ouvrez la bouche, dalle. Choisissez. La pression psychologique était trop forte. Le faux mur d'entreprise que Victoria avait construit s'est effondré en poussière. Hutchkin a craqué. Il a enfoui son visage dans ses mains rugueuses et calleuses. Un sanglot rauque et lui a déchiré la poitrine. Il a pleuré comme un homme qui venait de se voir retirer un poids énorme du cou. « Je suis désolé » a gémi Hutchkin. Sa voix a résonné bruyamment dans la salle d'audience choquée. « Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas le faire. » Il a retiré ses mains de son visage. Il s'est levé dans le box des témoins. Son visage était rouge et strié de larmes et de sueur. Il a levé un bras tremblant, et a pointé son doigt directement vers la table des plaignants. « C'était eux » a hurlé Hutchkin. Victoria a tout monté, et Julian. Julian m'a forcé à signer pour la fausse cargaison. Ils ont dit que si je le disais à Monsieur Brown, il ferait du mal à ma petite fille. Robert ne savait rien. La salle a explosé. La galerie a halté. Les journalistes au fond ont commencé à taper furieusement sur leur téléphone. Preston Sterling a repoussé sa chaise si fort qu'elle s'est écrasée contre la rampe en bois derrière lui. Il avait l'air malade. Son dossier parfait et coûteux venait de lui exploser au visage. Gary Pittman a mis sa tête dans ses mains. Le premier domino était tombé. Le mensonge était exposé. Le juge Cole a frappé furieusement son maillet, essayant de reprendre le contrôle de la salle. Je n'ai pas regardé le juge. Je n'ai pas regardé Hutchkin. J'ai tourné lentement la tête, laissant mes yeux se verrouiller sur Julian Brown. L'enfant prodige tremblait violemment. Un à terre. Plus qu'un. La salle d'audience bourdonnait encore. Les lourdes portes en bois à l'arrière étaient fermement closes. Personne ne sortait. Je ne leur ai pas donné une seule seconde pour respirer. Je n'ai pas laissé la poussière retomber. Julian Brown, ai-je appelé. Ma voix a tranché à travers le bruit comme un coup de feu. Prenez place à la barre. Julian a tressailli. Il a regardé sa mère. Victoria était complètement figée, ses yeux écarquillés par une panique animale brute. Elle n'avait pas de réponse pour lui. Elle ne pouvait pas l'acheter pour le sortir de là. Julian s'est levé. Ses jambes étaient en coton. Il a trébuché en passant devant la table des plaignants, ses chaussures en cuir italien hors de prix et raflant le sol en marbre. Il a atteint le box des témoins. Il est resté là une seconde, puis a levé les mains et a tiré sur les revers de son costume Tom Ford sur mesure, essayant désespérément de lisser les plis, essayant de rassembler la dignité civile qui lui restait. C'était pathétique. Je me suis avancé vers le pupitre. Je ne m'y suis pas appuyé. Je me suis tenu parfaitement droite. Monsieur Brown, ai-je dit, ma voix plate et morte. Vous êtes le directeur des opérations de Brown Logistique. Vous avez témoigné lors du procès pénal initial. Vous avez juré sous serment que vous aviez personnellement vu le journal numérique montrant que Robert Brown avait approuvé le manifeste d'armes illégales, depuis l'intranet de l'entreprise. À 20h15 précise, le soir du 12 mars. Est-ce exact? Julian a dégluti difficilement. Sa pomme d'Adam a fait des va-et-vient. Il a agrippé la rampe en bois du box des témoins. Oui, a bégayé Julian. Le journal montrait son compte de direction. C'était lui. C'était tout. Il venait de verrouiller sa propre cage. J'ai plongé la main dans la poche de mon uniforme. J'ai sorti le petit étui en aluminium. Je l'ai ouvert, j'ai sorti la micro-clé USB, et je l'ai branché directement dans le système de projection numérique du pupitre. Bam. J'ai claqué la main sur le bouton du projecteur. Un immense rapport de renseignement militaire haute définition a flashé sur l'écran de 60 pouces, derrière l'estrade du juge. Il était estampillé du sceau rouge du ministère de la Défense. Faux, ai-je dit. Le mot a résonné comme un coup de marteau. Julian a reculé. J'ai pointé l'écran. À 20h15 précise, le soir du 12 mars, Robert Brown était assis à l'intérieur du Grand Hôtel. Dans le centre de Chicago. Il assistait à un sommet à huis clos sur l'approvisionnement naval. Tout ce pâté de maison était sous un protocole de brouillage militaire de niveau 4.
Brouillage de signaux à haute fréquence. J'ai regardé directement Julian. Je n'ai pas scié. Il n'y avait pas de Wi-Fi, pas de données cellulaires, pas de Bluetooth. C'était une zone morte numérique. Il était physiquement impossible qu'un seul bit de données quitte cet hôtel, et encore moins une signature électronique autorisée vers les serveurs de l'entreprise. Preston Sterling s'est levé. Objection, votre honneur. Ceci est. Asseyez-vous, Sterling, a rugi le juge Cole. Son visage était rouge foncé, une veine pulsant durement au centre de son front. Le juge était furieux. Il réalisait qu'il avait été joué par une bande de voleurs d'entreprise arrogants. Capitaine Brown, continuez. J'ai tapé sur le clavier. L'écran a changé. Un nouveau document est apparu. C'était un journal de serveur brut. Une seule ligne de code était surlignée en rouge vif et lumineux. Si Robert Brown ne pouvait pas se connecter au réseau, quelqu'un d'autre l'a fait, ai-je dit. Ma voix était de glace. Ce sont les données du routeur du bureau de la direction de Brown Logistique, extraites directement de votre ordinateur portable personnel, Julian. Et juste ici se trouve l'adresse MAC qui a pingé le réseau à 20h15 précise. Julian a cessé de respirer. Une adresse MAC est une empreinte digitale physique, ai-je dit, enfonçant le dernier clou dans le cercueil. Elle ne peut pas être falsifiée. Cette adresse spécifique appartient à un iPhone 13 Pro. Enregistré à votre nom, Julian Brown. Le silence dans la pièce était absolu, lourd, suffocant. Vous vous êtes faufilé dans le bureau de mon père, ai-je dit. Vous vous êtes connecté à son terminal. Vous avez falsifié le manifeste fédéral pour le piéger, mais vous avez été trop stupide pour éteindre le Wi-Fi de votre téléphone. Votre téléphone a pingé le routeur à la recherche d'une connexion. Et a gravé de manière permanente votre empreinte digitale numérique sur la scène du crime. La pression l'a écrasé. L'enfant prodige a craqué. Les genoux de Julian ont cédé. Il s'est effondré contre la rampe en bois, glissant jusqu'à être assis sur le sol du box des témoins. Il a commencé à pleurer. Pas un pleur silencieux et digne. Un gémissement fort, aigu et laid d'un enfant gâté qui réalise enfin que les actions ont des conséquences. Ce n'était pas mon idée, a hurlé Julian, les larmes et la morve coulant sur son visage. Il a pointé un doigt tremblant directement sur Victoria. C'est elle qui m'a forcé. Ma mère. C'est elle qui m'a dit comment me connecter. Elle a dit que nous avions besoin de l'argent. Je ne veux pas aller en prison fédérale. C'était elle. Victoria a explosé. Le masque de l'élégante veuve riche s'est complètement brisé. La ferme, stupide petit garçon, a hurlé Victoria, sa voix se brisant comme un animal sauvage. Elle s'est jetée en avant, frappant la table de ses poings. Idiot incompétent. Tu as tout gâché. Il s'entre-déchirait. La fausse famille, construite sur de l'argent volé et du vin cher, se dévorait vivante, juste devant un juge fédéral. Bang. 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 Le juge Cole a abattu son maillet si fort que le manche en bois s'est fissuré. Assez, a rugi Cole. J'en ai assez entendu. Cette cour annule officiellement la condamnation de Robert Brown, avec effet immédiat. Cole a pointé son maillet comme une arme. Marshal fédéraux, a-t-il hurlé, placez Julian et Victoria Brown en état d'arrestation. Accusation de parjure fédérale, de falsification de preuves et de complot en vue de commettre une fraude. Et arrêtez le procureur Sterling, en attendant une enquête fédérale pour corruption. 3 marshals des États-Unis, lourdement armés, sont intervenus. Clic, clac. Les lourdes menottes en acier se sont refermées autour des poignets de Julian. Il sanglotait toujours, suppliant les marshals de ne pas lui faire de mal. Victoria s'est débattue. Elle a hurlé et juré, donnant des coups de ses talons chers contre le sol en marbre, alors qu'il la traînait en arrière. Sa robe de créateur s'est déchirée à l'épaule. Sterling est simplement resté là, le visage gris, tendant les mains pour les menottes, comme un homme mort. Je me tenais au centre de la pièce. J'ai regardé la parade des cols blancs. Alors que le marshal traînait Sterling devant moi, le procureur a refusé de me regarder. Je me suis penché, à quelques centimètres de son oreille. Toute cette arrogance, ai-je murmuré, juste pour vous faire exécuter par une femme soldat. Sterling a fermé les yeux. Le marshal l'a poussé à travers les doubles portes. La salle d'audience était vide. Les cris se sont estompés dans le couloir.
Je suis resté seul dans la pièce silencieuse. J'ai regardé le lourd maillet en bois, posé sur le bureau du juge. La guerre était finie. L'ennemi était détruit. Mais, alors que je me tenais là, dans mon uniforme, le silence ne ressemblait pas à une victoire. C'était juste une fin. 4 heures plus tard, les lourdes grilles en acier du centre correctionnel métropolitain ont gémi. Le son du métal rouillé grinçant sur du métal a résonné dans la rue déserte du centre-ville. Une petite porte en acier rectangulaire, encastrée dans l'immense grille, s'est ouverte d'un clic. Robert Brown est sorti sur le trottoir en béton. Il ne ressemblait pas à un PDG milliardaire. Il ne ressemblait pas à l'homme qui avait bâti un empire logistique national à partir de rien. Il portait un survêtement en coton gris, fin et bon marché, fourni par le Bureau fédéral des prisons. Il tenait ses effets personnels dans un sac poubelle en plastique transparent. Ses cheveux étaient plus fins, sauvagement balayés par le vent violent du lac Michigan. Son visage était marqué par une profonde exhaustion grise. Mais, alors qu'il se tenait là et qu'il respirait l'air glacial et non filtré de Chicago, j'ai vu quelque chose changer. Ses épaules se sont redressées, sa colonne vertébrale s'est tendue. Il était enfin un homme libre. J'étais de l'autre côté de la rue, appuyé contre le capot noir et froid d'un Chevrolet Tahoe de location. Je portais toujours mon uniforme de cérémonie. Mes mains étaient profondément enfoncées dans mes poches, contre le froid mordant. Robert s'est arrêté. Il m'a regardé. Il a laissé tomber le sac en plastique. Il a heurté le béton avec un bruit sourd. Il a marché vers moi. Puis, il a marché plus vite. Puis, il courait, ses chaussons en toile bon marché claquant durement contre l'asphalte. Il se fichait de qui regardait. Il se fichait de sa fierté. Il s'est écrasé contre moi. Il a enroulé ses bras autour de mes épaules et a enfoui son visage dans le creux de mon cou. Il tremblait violemment. J'ai senti des larmes chaudes imprégner le tissu épais de ma veste, heurtant le laiton froid de mon insigne de grade. J'ai sorti mes mains de mes poches, et j'ai enroulé mes bras autour de son dos. Je les serrai fort. Tu l'as fait, c'est étrangler mon père. Sa voix était brisée, complètement rauque. Laura, tu as tout récupéré. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé pleurer. Nous sommes restés là, sur le trottoir sale, 2 survivants s'accrochant l'un à l'autre à l'ombre d'une cage en béton. La trahison avait laissé des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Mais l'hémorragie s'était enfin arrêtée. Les retombées ont été rapides et brutales. Le système judiciaire fédéral se déplace comme un glacier, jusqu'à ce qu'il décide de vous écraser. Julian et Victoria se sont vus refuser la libération sous caution. Risque de fuite. Ils étaient actuellement assis dans des cellules de détention glaciale et séparées, dans le bâtiment fédéral, portant exactement les mêmes combinaisons orange vif qu'ils avaient forcé mon père à porter. Ils risquaient 20 ans pour parjure fédérale, fraude électronique et falsification de preuves. Gary Pittman et Preston Sterling ont été radiés du barreau avant le coucher du soleil. Sterling, l'arrogant vedette qui pensait posséder la salle d'audience, risquait une décennie derrière les barreaux pour avoir accepté des pots de vin. Brown Logistique a été gelé, puis nettoyé par un contrôleur fédéral. Les ordures ont été définitivement mises sur le trottoir. Quant au vaste manoir de banlieue, la Banque fédérale a verrouillé les lourdes portes en chêne. Ce n'était plus qu'un immense bloc de béton froid et vide. Maintenant, le vin cher, les tapis en peau de bête, les faux sourires, le droit toxique, tout cela avait disparu, effacé de l'existence. Une semaine plus tard, base interarmée de Charleston, Caroline du Sud. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dorées sur l'immense étendue du tarmac en béton. L'air était lourd. Il sentait un mélange épais de caoutchouc brûlé et de kérosène JPE8. À 50 mètres, un CE-17 Globemaster III, un avion de transport, était sur la piste. Les 4 énormes réacteurs tournaient déjà, gémissant avec un bourdonnement grave qui faisait vibrer la plante de mes bottes de combat. Je me tenais près de la clôture en grillage. Je ne portais plus l'uniforme de cérémonie. J'étais de retour dans mon treillis de camouflage opérationnel. Le tissu rugueux me semblait juste. Mon sac à dos tactique noir était passé sur une épaule. Mon père se tenait à côté de moi. Il ressemblait de nouveau à lui-même. Il portait un bon manteau de laine. La couleur revenait à son visage. Il a fouillé dans sa poche intérieure et a sorti une épaisse enveloppe scellée. Le conseil d'administration m'a réintégré hier, a dit Robert,
devant élever la voix pour couvrir le gémissement des réacteurs. J'ai de nouveau le contrôle total de l'entreprise. Je veux que tu prennes le poste de vice-présidente exécutive, Laura. Le bureau d'angle. Il est à toi. Tu l'as mérité. Mince, tu l'as sauvé. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé l'homme qui avait tout construit. J'ai secoué la tête. Garde-le, papa, ai-je dit. Robert a froncé les sourcils. Laura, c'est une entreprise d'1 milliard d'euros. Tu n'as plus besoin de dormir sur un lit de camp en métal. Tu n'as plus besoin de manger des rations froides dans la boue. Tu peux rester. Je ne peux pas, ai-je dit. J'ai regardé l'immense avion de transport gris. Le monde de l'entreprise est trop sale pour moi, papa. Les gens te sourient au visage, pendant qu'ils te plantent un couteau dans les côtes pour une prime trimestrielle. Ils vendent leur propre sang pour une nouvelle voiture. Là-bas, j'ai pointé un pouce par-dessus mon épaule vers le CE17. Là-bas, les lignes sont claires. Tu sais qui est l'ennemi. Tu sais qui te couvre. Ma place n'est pas dans un bureau d'angle. Ma place est sur le front. Robert m'a regardé. Il a vu la certitude absolue dans mes yeux. Il a hoché lentement la tête. Il a tendu les bras, et m'a attiré dans une dernière étreinte serrée. Sois prudente, capitaine, a-t-il murmuré. Toujours, ai-je dit. Je me suis retourné. Je me suis éloigné de l'empire d'1 milliard d'euros. J'ai marché vers la rampe de chargement ouverte de l'avion. Je n'ai pas regardé en arrière. Les énormes réacteurs ont rugi, déchirant un trou droit à travers le ciel, laissant la saleté et les mensonges loin en dessous, sur le sol. Les gens comme Victoria et Julien pensent toujours qu'ils sont les plus intelligents de la pièce. Ils pensent qu'ils peuvent cacher leurs mains sales. Mais voici la dure vérité, tout ce qui est cassé laisse un indice. Et votre silence d'aujourd'hui, c'est juste charger l'arme qu'ils utiliseront contre vous demain. Alors, laissez-moi vous poser une question. Que pensez-vous du fait que Laura ait renoncé à l'argent? Si vous étiez à sa place, prendriez-vous l'entreprise d'1 milliard d'euros, ou renonceriez-vous pour garder votre tranquillité d'esprit? Laissez un commentaire ci-dessous, maintenant, et dites-moi ce que vous choisiriez. Cliquez sur j'aime si vous avez adoré voir la fausse famille se faire détruire, et assurez-vous de vous abonner à la chaîne.